Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui, je le sens, gros comme un building et va déchaîner les passions dans les commentaires. Ouais, parce qu'aujourd'hui on s'attaque à la très épineuse question de la guerre de Vendée et à son fameux génocide. En tout cas, c'est comme ça que certains qualifient l'action du gouvernement d'alors sur les Vendéens tandis que d'autres le nient. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? On va tenter d'y voir un petit peu plus clair de la manière la plus objective possible. Allez, c'est parti. La guerre de Vendée a sans doute constitué l'un des moments les plus importants de la Révolution française, car elle aurait pu y mettre fin prématurément. Et c'est encore aujourd'hui la source de nombreuses polémiques. En 1789, Louis XVI rassemble les États généraux, une assemblée composée des trois ordres de la société, tiers-état, noblesse et clergé, pour régler le problème de la dette de l'État qui est immense. Le tiers-état, qui représente 98% de la population, aimerait bien profiter de l'occasion pour améliorer sa situation et supprimer les privilèges dont disposent les deux autres ordres. Mais le roi n'est pas trop d'accord parce qu'on n'est pas là pour ça. Il tente d'empêcher les députés du tiers-état de se rassembler, mais comme les mecs sont têtus, il décide de le faire quand même dans la salle du jeu de paume où il se déclare Assemblée nationale et jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est le début de la Révolution française. Et côté vendéen, il y a déjà un premier gros point de tension, c'est la constitution civile du clergé. Ce texte, voté le 12 juillet 1790 par l'Assemblée nationale constituante, réorganise l'Église de France et prévoit, entre autres, que chaque membre du clergé prête serment à la nation, à la loi et au roi. Autrement dit, ils doivent se soumettre à la Révolution et l'accepter. Ce qui pose problème à de nombreux prêtres, d'autant plus que le pape condamne ce texte et la Révolution début 1791. De fait, le clergé français va être divisé en deux. D'un côté, ceux qui prêtent serment, surnommés les jureurs, et ceux qui le refusent, surnommés les réfractaires. En Vendée, près de 2/3 des prêtres sont réfractaires. La situation va se compliquer encore plus lorsqu'en juin 1791, la loi interdit à tous les prêtres réfractaires d'officier. On doit donc envoyer des prêtres jureurs pour les remplacer, et dans la campagne vendéenne où le prêtre du village est souvent un enfant du pays, vous imaginez bien que les remplaçants sont loin d'être accueillis à bras ouverts. Alors les enfants leur jettent des pierres, les femmes les maudissent, les hommes les menacent, on tue leurs chiens, leurs chats, on tire au fusil sur la porte de leur maison et on boycotte la messe. Des vrais rebelles quoi. Pendant ce temps se tient un culte clandestin dans des endroits isolés, souvent de nuit. Et ça, avec le prêtre réfractaire du coin, voire même sans prêtre, ce qui fait que les anciennes pratiques combattues par le clergé avant la Révolution réapparaissent. Alors attention, ça serait quand même malhonnête de prétendre qu'il n'y a que en Vendée que ce texte a fait grincer des dents. Ces troubles autour de la constitution civile du clergé, ils sont loin d'être uniques en France, et le texte, il est aussi assez mal accepté dans le Nord, dans le Bas-Rhin, en Moselle, et on a aussi des exemples de résistance au clergé constitutionnel autour de Toulouse et de Montpellier. Il faut aussi noter que dans la région, la faiblesse des voies de communication fait que les communautés rurales sont très repliées sur elles-mêmes. De plus, dans la région, les nobles se sont détachés de la propriété de la terre. Beaucoup de terres sont rachetées par des bourgeois qui souvent augmentent les taxes pour rentabiliser leurs investissements. Avant même le début de la Révolution, il y a donc en Vendée une opposition assez virulente entre les ruraux d'un côté et les urbains de l'autre. Genre plus qu'aujourd'hui quoi. Mais ce qui va véritablement mettre le feu aux poudres, c'est la levée en masse. Depuis 1792, la France révolutionnaire était déjà en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Mais l'exécution de Louis XVI pour trahison et les victoires des armées françaises qui occupent la Belgique font peur au reste de l'Europe. Début mars 1793, la France est ainsi en guerre avec la Grande-Bretagne, l'Espagne et le royaume de Naples, et d'autres. En plus, elle doit faire face à un départ massif des volontaires levés pour le combat en 1792. Bah oui, puisqu'après la victoire de Jemmapes en 1792, les armées ennemies ont été repoussées hors du territoire, et pour beaucoup de soldats, ils considèrent avoir fait leur devoir, et ils veulent retourner chez eux pour l'hiver, ce qui semble assez légitime. La Convention, qui est la nouvelle assemblée élue après la chute de la monarchie, vote alors la levée en masse de 300 000 volontaires pour retourner aux turbins. Chaque région doit fournir un certain nombre d'hommes volontaires célibataires ou veufs entre 18 et 25 ans. Alors évidemment on dit volontaire, mais s'il n'y a pas de volontaires, on en prend quand même des volontaires, qui sont désignés par tirage au sort. Plus une région a fourni de volontaires en 1792, et moins on doit y lever d'hommes, et la Vendée, elle a envoyé très peu de volontaires en 1792. Du coup, on leur en demande beaucoup aux Vendéens, et ça passe pas du tout. Et c'est ce refus de recrutement qui va lancer l'insurrection. Les troubles commencent avant même le début des opérations de recrutement. Il y a des soulèvements dans les campagnes, indépendants les uns des autres.
Les paysans révoltés envahissent les petites villes de la région où on observe des massacres de partisans de la République appelés patriotes et de prêtres constitutionnels, comme à Machecoul le 11 mars où au moins 160 gardes nationaux et patriotes sont massacrés. À Saint-Fiacre, le maire est même découpé en morceaux. J'imagine Balkany disant « Ah mais en fait la prison c'est pas si mal ». Le général Marcet sort de La Rochelle avec 2300 hommes dans le but de mettre fin au soulèvement. Mais il est pris dans une embuscade lors de la bataille de Pontcharrat le 19 mars, et les insurgés, largement supérieurs en nombre, mettent en fuite les troupes républicaines. Les soldats républicains trouvent refuge dans les villes aux alentours où ils tiennent des récits alarmistes, ce qui provoque la fuite de la plupart des patriotes vers les grandes villes de la région. Niort, Nantes et les Sables-d'Olonne. Du coup, les insurgés se retrouvent vite en position d'un territoire qu'ils n'ont pas vraiment cherché à obtenir. Ce territoire, qu'on va appeler la Vendée, recouvre en partie 4 départements au sud de la Loire. La Loire inférieure, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Les rebelles se transforment en plusieurs forces armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, généralement commandés par d'anciens soldats ou officiers de l'armée royale d'avant la Révolution. Vous l'avez compris, c'est un peu le bordel, et finalement les Vendéens eux-mêmes ne savent pas vraiment comment ils ont réussi à en arriver là. Du coup, la Convention, l'Assemblée nationale de l'époque, elle comprend mal ces soulèvements, et tu m'étonnes, et pour elle, finalement, ça ne peut être qu'un complot de la contre-révolution pour renverser la République, alors qu'à la base, c'était que des révoltes indépendantes contre l'enrôlement dans l'armée, comme il y en a eu d'autres en France, comme il y en a eu en Bretagne, en Alsace ou dans le Nord. Sauf que dans ces régions-là, eh bien, la répression a été plutôt efficace, et elle ne permet pas à ces mouvements d'aller plus loin. En avril, les insurgés se regroupent sous le nom de la Grande Armée catholique et royale. Mais ils n'ont pas de vraie unité. Les chefs sont indépendants, et il y a beaucoup de rivalités entre eux. Ce n'est qu'à l'été qu'on désigne comme généralissime Maurice d'Elbée, un noble qui a servi dans l'armée royale. Mis à part le cœur de la zone insurgée qui reste stable, eh bien la région sous contrôle de ceux qu'on appelle les Vendéens, elle évolue constamment selon les avancées et les reculs des troupes républicaines. Ces dernières n'ont pas de stratégie bien définie. Les chefs essayent de mener une guerre classique. Ils mènent des batailles dans l'espoir d'une victoire, alors qu'il faut contrôler le territoire. C'est évident, les républicains n'ont pas affaire à une armée classique. Lorsqu'ils parviennent à remporter une victoire, les Vendéens disparaissent et se reforment quelques jours plus tard sur les arrières des Républicains, qui sont cette fois vaincus. Et pour couronner le tout, si je peux utiliser cette expression, eh bien la coordination entre les différentes armées républicaines est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de commandement unifié. Et les courriers qui doivent éviter la zone insurgée circulent difficilement. Par exemple, il faut 6 jours au général Boulard, situé aux Sables-d'Olonne, pour apprendre la défaite de Fontenay-le-Comte, situé à juste 70 km. Genre tu confies une lettre à Jeanne Calment, ça va plus vite quoi. Le gros problème de ces armées républicaines, c'est qu'elles sont essentiellement composées de volontaires sans expérience, qui en plus sont très politisés et veulent se venger des contre-révolutionnaires. Du coup, ils commettent régulièrement des exactions. En plus de ça, ces troupes manquent d'armes, de nourriture et même de souliers. Ce qui encourage le pillage, l'indiscipline et la désertion. L'encadrement tente de stopper ces excès, mais sans grande efficacité. Certains généraux, comme Westermann, pratiquent donc la terreur dans la région par le pillage et l'incendie. Comme dans la plupart des zones de conflit, la Convention envoie des représentants en mission au pouvoir quasiment illimité pour contrôler l'action des généraux. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que parmi le gouvernement révolutionnaire, c'est pas la grande unité non plus. Les luttes d'influence entre les différents chefs républicains sont une continuation des luttes politiques qui font rage à Paris. Ainsi, le général Biron, soutenu par Danton, et le représentant en mission Roncin, soutenu lui par les sans-culottes, vont se mener une véritable guerre qui aboutira à l'éviction et à l'exécution du général Biron en décembre 1793. Pas franchement la super entente quoi. Du côté des insurgés, on commence à organiser le territoire, on met en place des commissions pour gérer les grandes villes conquises, on affiche de la propagande qui va jusqu'à répandre des véritables fake news, comme quoi la contre-révolution gagne Paris et que le régime serait sur le point d'être renversé. On commence même à imprimer des billets à l'effigie de Louis XVII, le fils de Louis XVI, qui est toujours emprisonné à Paris. Et rassurez-vous, les républicains, eux, ne se gênent absolument pas pour faire la même chose de leur côté. En Vendée, les femmes participent très peu au combat, mais elles soignent les blessés, transportent des courriers, voire pratiquent l'espionnage. L'armée vendéenne est composée d'un petit nombre d'hommes sûrs, autour desquels on va mobiliser des paysans sur place en fonction des besoins. Et ça leur assure une grande mobilité et les rend insaisissables. Mais en contrepartie, c'est le manque de discipline qui rend quasiment impossible d'appliquer un vrai plan de bataille.
On se retrouve dans une situation plutôt compliquée donc, puisque les bleus, c'est-à-dire les républicains, eh bien ils ne peuvent pas tenir les campagnes, tandis que les blancs, les contre-révolutionnaires, ils peuvent pas eux tenir les grandes villes durablement. Une situation qui va se débloquer à l'automne avec l'arrivée de troupes en provenance de Mayence. L'état-major met en place un plan d'avance coordonné des armées républicaines. Mais les troupes avancent en ordre dispersé, sont mal préparées, et l'incompétence de certains généraux font que l'opération est mal exécutée, c'est le cas de le dire. Malgré cela, les républicains infligent aux Blancs une sévère défaite à Cholet le 17 octobre 1793. Dans la confusion, une grande partie de l'armée blanche accompagnée de nombreux civils fuit en traversant la Loire. C'est le début de ce que l'on va appeler la virée de Galerne. Dans les jours qui suivent la bataille de Cholet, 60 000 à 100 000 personnes traversent la Loire dans le bordel le plus complet. À peu près la moitié de ce groupe est composé de non-combattants, notamment des femmes et des enfants. Une partie de l'armée refuse de partir pour continuer le combat dans la région et les républicains, totalement désorganisés, sont incapables d'empêcher la traversée. Mais pourquoi traverser la Loire ? Alors déjà, la peur des Bleus joue pour beaucoup, et puis on espère trouver quand même des alliés en Bretagne, et pourquoi pas essayer de faire la jonction avec un éventuel débarquement anglais. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'avant la traversée, le général vendéen Bonchamp fait libérer 4 à 5 000 prisonniers que l'armée allait exécuter. Un beau geste de sa part pour montrer que les Vendéens, c'est pas des barbares. Mais cette attitude, elle va vite disparaître quand ils se retrouvent acculés. Pendant la virée de Galerne, les Vendéens ne font quasiment aucun prisonnier et les combats se terminent souvent par des carnages. Les principaux chefs blancs, dont le général d'Elbée, sont mis hors de combat lors de la bataille de Cholet. C'est donc un jeune noble de 21 ans, Henri de la Roche-Jacquelin, qui récupère le commandement en chef. Enfin, façon de parler, car les rivalités entre chefs d'armée sont toujours présentes et la Roche-Jacquelin n'arrive pas à s'imposer parce qu'il n'y a pas de vrai projet. Et je me retiens mais vraiment très fort de faire une blague sur Macron. La colonne vendéenne souffre de désorganisation. Les caisses sont vides et la nourriture manque. Et pour cause, cette fois-ci, ils jouent plus à domicile. La population, elle est donc plutôt hostile, sauf autour de Fougères et de Laval où quelques milliers d'hommes les rejoignent. Le gros de l'armée républicaine, quant à elle, ne suit pas la virée immédiatement. Elle reste pour garantir le territoire reconquis et faire face à la partie de l'armée vendéenne qui est restée. Les troupes républicaines du nord de la Loire sont mal informées sur l'ennemi et trop peu nombreuses pour pouvoir lui faire face efficacement. Le général républicain Léchelle, qui traverse la Loire avec 20 000 hommes, est sèchement battu près de Laval le 25 octobre où il perd près de 4 000 hommes. Il sera révoqué pour incompétence. Cette victoire des Vendéens leur ouvre la région. Ils balayent les petites troupes du coin et s'arrêtent à Fougères. Là, ils prennent la décision de prendre un grand port pour permettre un débarquement des Anglais et des immigrés, principalement des nobles qui ont fui la Révolution à l'étranger. Et là, on sent le projet. Le 14 novembre, les Blancs mettent le siège devant le port de Granville défendu par des forces limitées. Mais ils n'ont pas d'artillerie puissante, pas de matos de siège, et en plus, une partie des soldats passe son temps à se bourrer la gueule dans des maisons abandonnées. Et pour couronner le tout, aucun Anglais n'est à l'horizon. Le siège est donc un échec total, et les Blancs perdent près de 2000 hommes. Du coup, les soldats vendéens sont dégoûtés et refusent de suivre leur chef dans des projets trop risqués, comme La Roche-Jacquelin qui veut aller vers Cherbourg. Les Vendéens ont de plus en plus de mal à se nourrir, et les paysans obéissent de moins en moins aux ordres. Mais ils peuvent survivre grâce à l'extrême division des républicains. Les destitutions et disgrâces se succèdent dans le commandement bleu à chaque défaite. Mais le blâme ne tombe pas toujours sur le vrai responsable, les généraux n'hésitant pas à se charger les uns les autres. Il y a finalement une réorganisation de l'armée et du commandement républicain qui leur permet de reprendre l'offensive. Les Vendéens échouent devant Angers et ont les Bleus sur les talons. La population locale, elle est franchement hostile aux Blancs et ils s'en prennent parfois directement à eux. Résultat, les Vendéens laissent beaucoup de morts sur leur route, victimes de maladies et du harcèlement de la cavalerie républicaine. Le 10 décembre, ils parviennent à prendre le Mans, mais fatigués et affamés, ils délaissent la garde de la ville. Le 12 décembre, 20 à 30 000 républicains attaquent. Le combat, se déroulant au cœur de la ville, durera 24 heures au milieu des réfugiés. Les soldats vendéens fuient, laissant femmes, enfants et blessés à l'arrière. Nombre d'entre eux sont massacrés et les Bleus font énormément de prisonniers. 20 à 30 000 Blancs en débandade cherchent à rentrer en Vendée. Et si certains y parviennent, le gros de cette armée en déroute est écrasé à Savenay le 23 décembre. C'est la fin de la virée de Galerne et le début de la répression. Début 1794, l'armée vendéenne a donc été vaincue. Mais la région est loin d'être pacifiée. Les paysans sont toujours largement hostiles à la République et les restes de l'armée vendéenne sont divisés en bandes qui représentent toujours une menace pour les forces républicaines. À Nantes, la ville croule sous les prisonniers. Dans la prison du château, les hommes sont à 10, voire 14 dans chaque chambre, là où ils n'étaient que 4 auparavant.
Le représentant en mission, Jean-Baptiste Carrier, réclame que les prisonniers soient exécutés en masse pour éviter les épidémies. Si c'est pour éviter les épidémies, qui sommes-nous pour juger, hein? C'est ainsi que des hommes du comité révolutionnaire de la ville vont ordonner que des prisonniers soient noyés dans la Loire. On les attache 2 par 2, on les met sur une barque, et une fois la barque au milieu du fleuve, on la coule. Il est très difficile de donner une estimation précise du nombre de prisonniers noyés, mais les estimations varient entre 2000 et 4800 personnes. Les hommes qui ont ordonné ces noyades clameront que l'ordre leur venait de Carrier, ce qu'il niera, mais ça n'empêche qu'il sera guillotiné en décembre 1794 pour cet acte résolument ignoble. Pour rétablir le contrôle total de la zone, le général républicain Turreau va mettre en place ce qu'on appellera les colonnes infernales. Il s'agit de colonnes mobiles, sans artillerie, qui doivent parcourir la région, incendier les villes et les villages, sauf ceux qui doivent servir de garnison, et exécuter tous les suspects. Ces colonnes commettent de terribles crimes de guerre. Viols, pillages, massacres de population, enfants compris. Ces opérations sont menées au hasard, sans plan précis. Des villages sont pillés plusieurs fois, tandis que certains sont totalement épargnés. D'ailleurs, ces crimes touchent aussi bien les populations favorables aux Blancs que les patriotes. Beaucoup de familles quittent la zone rebelle pour échapper à ces colonnes infernales. Ces réfugiés sont aidés par les différentes administrations départementales qui leur versent une petite aide financière pour survivre. Mais ils doivent quand même toujours subir l'hostilité des populations locales pour qui ils sont toujours suspects. On estime que plus de 20 000 personnes seront déplacées. Ces pratiques ne font pas du tout l'unanimité chez les républicains. Certains généraux comme le général Barre refusent d'appliquer les consignes incendiaires. Une partie des administrations républicaines locales s'oppose aux méthodes terroristes et certains soldats terrifiés par ce qu'ils voient témoignent. Bachelier, ancien président du comité révolutionnaire de Nantes, déclarera « Nous étions tous enfiévrés. Nous croyons que quand on agit pour le peuple, rien ne peut être mal, erreur ou crime. » En plus de ça, ces colonnes incendiaires se révèlent totalement inefficaces. Les bandes sont toujours actives, elles repèrent les colonnes de loin grâce aux incendies et peuvent profiter des pillages pour attaquer les soldats dispersés. Elles vont même se renforcer de nouveaux volontaires et une armée catholique et royale de quelques milliers d'hommes va se reconstituer. À partir de mai 1794, Turreau est appelé à la Convention. On abandonne les colonnes infernales et on change de stratégie. On arrête la répression au profit d'une volonté de pacification, on installe des camps fortifiés dans toute la Vendée et des commissaires parcourent la campagne pour rassurer les paysans qui ne leur font absolument pas confiance. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Les Blancs continuent donc le harcèlement, les embuscades et montent des camps en forêt. Le camp de la forêt d'Izernay comptera même un hôpital, un moulin à poudre et une imprimerie à papier-monnaie. En décembre 1794, la Convention propose une amnistie aux rebelles qui déposeront les armes. Cette proposition entraîne des négociations avec les chefs vendéens qui aboutissent en février 1795 à un accord. Les Vendéens peuvent pratiquer le culte avec des prêtres réfractaires, la région est exemptée d'impôts et de conscription pendant 10 ans, mais en échange, ils doivent se rallier à la République. Les deux camps ont tout intérêt à s'entendre, car les Blancs ne peuvent pas renverser la République et la République n'arrive pas à contrôler cette population. À l'été 1795, le chef vendéen Charette profite du débarquement d'une armée d'émigrés à Quiberon et d'une aide matérielle envoyée par l'Angleterre pour reprendre la guerre. Mais l'armée des émigrés est rapidement vaincue par les troupes républicaines du général Hoche. Ce dernier va organiser lui aussi des colonnes mobiles, mais celles-ci sont bien organisées et elles ont un parcours défini et s'assistent entre elles. De plus, le pillage est sévèrement puni. En janvier 1796, le général Charette est en fuite, accompagné d'à peine une centaine de fidèles. Un autre chef vendéen, Stofflet, alors poussé par des agents royalistes, décide de reprendre le combat, lui aussi. Conscient de la situation assez critique, il aurait annoncé la reprise des combats à son état-major par « Vive le roi quand même !» Pas terrible quoi. Malgré cela, Hoche progresse. Stofflet est fait prisonnier puis exécuté en février, Charette subit le même sort en mars. C'est la fin de la guerre de Vendée. On estime que la guerre a fait à peu près 200 000 morts, dont 30 000 soldats républicains. Cependant, parmi ces morts, tous ne sont pas le résultat de batailles ou de massacres. Beaucoup ont été occasionnés par des épidémies ou par la famine. La région est dévastée par la guerre. Mais la question que tout le monde se pose à ce moment de l'épisode, c'est bien entendu, y a-t-il eu un génocide vendéen, comme l'affirment certains? Reprenons la définition même du génocide. Le génocide, c'est l'extermination volontaire, totale ou partielle d'un peuple ou d'un groupe religieux. Cette affirmation de l'existence d'un génocide, elle s'appuie sur l'ampleur des massacres qui sont bien réels, mais surtout sur des déclarations de membres de la Convention comme Bertrand Barrère qui demande le 1er octobre 1793 «
détruisez la Vendée. Les mots de Barère sont durs, mais il faut comprendre que le discours fait explicitement référence au célèbre discours du sénateur romain Caton l'Ancien, qui dit en 149 avant notre ère « Delenda est Carthago, il faut détruire Carthage ». D'ailleurs, il y avait déjà directement fait référence en août 1793 en déclarant que la Carthage moderne, sous-entendu la Vendée, sera détruite. Mais aucune loi ou décret de la Convention n'a jamais été publié contre les Vendéens en général, mais toujours contre les brigands de la Vendée. Et le terme brigand, ici, il est repris de l'utilisation qu'en faisait la monarchie pour désigner les rebelles en tout genre, ces brigands qui existent ailleurs qu'en Vendée pendant la Révolution, et c'est partout que ces brigands doivent être traqués. Si on examine le décret du 1er août 1793 qui organise la lutte contre la rébellion vendéenne, il précise bien dans son article 8 que les femmes, les enfants et les vieillards doivent être évacués des zones de combat et qu'on doit subvenir à leurs besoins. De fait, même pendant les pires horreurs commises par les colonnes infernales de Turow, les réfugiés qui fuient la zone rebelle sont accueillis et aidés par les administrations républicaines. Cependant, c'est assez vrai que ce décret est très flou sur la manière qui doit être employée pour vaincre les rebelles. Et donc les diverses figures d'autorité qui ont organisé des exactions, comme par exemple ceux des noyades de Nantes, elles ont dû se sentir couvertes par des textes qui étaient très peu précis. On ne peut pas nier que la Vendée a été victime d'horribles massacres et de crimes de guerre, ça c'est clair et net. Mais ces derniers, ils ont été engendrés par une conduite de la guerre qui est plutôt chaotique. Les massacres sont conduits au gré des circonstances, au hasard et sans aucun plan. Certaines zones ont complètement été épargnées, quand d'autres zones voisines ont été très durement touchées. En plus de ça, comme on l'a vu, les républicains ont été divisés pendant toute la durée de la guerre et l'ont aussi été sur la manière de mener la répression. Du coup, on a certains généraux qui se sont rendus coupables d'horreur quand d'autres ont essayé de contrôler au mieux leurs troupes. Les crimes de guerre en Vendée, en fait, ils ont été permis par un vide d'autorité. Et ce vide, il est dû aux divisions républicaines qui étaient très importantes sur quasiment toute la période et non par une volonté génocidaire qui est inexistante. Enfin, si cette guerre de Vendée et sa répression, elle est exceptionnelle par son ampleur, elle se rapproche aussi d'autres événements de l'époque, comme par exemple la conquête de la Corse par l'armée royale française en 1769, ou la terrible répression de la rébellion des Irlandais par les Anglais en 1798-99. La guerre de Vendée a donc été une très violente guerre civile où de terribles crimes de guerre ont été commis, mais ça ne relève absolument en rien du génocide. Voilà les amis, je pense que c'est un bon aperçu de ce qu'ont été les guerres de Vendée, c'est un sujet vraiment très très complexe, donc j'ai fait qu'effleurer la surface ici, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment très vivement à aller voir le boulot de l'historien Jean-Clément Martin, qui est spécialiste de la question. Cet épisode, il a été écrit avec Mao de la chaîne L'Histoire trouve toujours son chemin, et je vous invite très fortement à découvrir son boulot sur sa chaîne, je vous mets le lien en description avec la liste des ouvrages qu'on a utilisés pour l'écriture. Sur ce bon conseil, vous pouvez retrouver comme d'habitude toutes les ressources qui ont été utilisées pour l'écriture de cet épisode en description. Et puis on se retrouve très bientôt sur Instagram, sur mon compte Nota Bene Movies, ou sur Twitter, ou sur Facebook, et puis bien évidemment sur YouTube, où on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. À toutes!